Amis du café, amis de la police, eh bien bonsoir, il est 17h55, je vois qu'Alain est tout sourire. On va démarrer dans pas longtemps. Je voulais donc vous dire qu'on sera avec Alain Damasio pendant une heure et demie, où j'ai 50 000 questions à lui poser, que j'ai pas pu lui poser les quelques fois où on s'est vu, mais surtout j'espère que vous en aurez plein à lui poser, et je lui transmettrai par le chat. Tu es le bienvenu. Est-ce qu'on t'entend? Super, Bon, c'est super. bien, vous m'entendez, ouais, c'est cool. Alors, donc là, tu es dans ton château, c'est bien ça? Non, non, je suis planqué dans un hôtel à la Porte de Montmartre. Donc, j'ai vu sur le périphérique avec le beau soleil parisien, donc ça va. Mais je suis monté de Marseille ce matin, donc Tu es j'ai monté? quitté les calanques pour vous. D'accord. Alors, parce que en fait, quand on avait pris rendez-vous, c'était il y a déjà longtemps. Il n'y avait pas d'actualité particulière. Bon, on avait dit au distributeur du film qu'on parlerait du film, enfin, on n'est pas obligé du tout. Et puis, en fait, patatras, tu as une actualité qui te rattrape. C'est ça, c'est ce livre-là, cette fable pour adolescents, on peut dire. Ouais, carrément. Ce qui est assez marrant, c'est que ce texte, il est ancien au sens où il est de 2014 et je l'avais fait pour la sortie de l'iPhone 6. Imagine le délire. Et quand on m'avait proposé de faire un texte là-dessus, j'aurais dit non, mais vous imaginez que je vais célébrer le culte de Steve Jobs. Je lui dis non, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de faire un texte ironique, technocritique et qui permette de subvertir un peu cette espèce de sanctification de l'outil. Mais ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai repris 7 ans après, en fait, on avait cessé de continuer sur cette même voie, quoi. Il était complètement adapté encore. Et je dirais même qu'on s'est un peu rapproché du point que j'avais anticipé. Mais bon, voilà, moi je le dis souvent, la science-fiction, c'est quoi? C'est l'hypertrophie du présent. C'est façon de pousser les reliefs à peine perceptibles du présent pour en faire des montagnes et pour essayer de mettre cette montagne devant les yeux des gens en leur disant, ben, regardez, si on continue, c'est vers là qu'on va, quoi. Et tenter, enfin, d'imaginer que les gens vont du coup bifurquer. On a sur le chat évidemment une question ironique de Evilk qui nous dit il y a une certaine ironie à critiquer les smartphones sur Twitch. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Alain, là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur Ouais, Twitch, toi, moi et tous ceux, mais les centaines de ouais, gens qui mais nous suivent là? il a raison, mais en même temps, voilà, en même temps, la technique peut combler la technique, tu vois. C'est-à-dire que tu peux utiliser, par exemple, l'ordinateur comme un hacker va l'utiliser, comme un codeur peut l'utiliser. Tu peux l'utiliser en anonymisant, tu peux l'utiliser en sabotant, et tu peux surtout utiliser ces moyens qui sont les nôtres pour essayer d'ouvrir des consciences, pour essayer de faire réfléchir, pour essayer d'amener les gens dans une logique spéculative. Tu peux, voilà, on n'est pas condamné à raconter des conneries ou à subir des conneries sur les réseaux. Voilà. Moi, quand je critique les réseaux, quand je critique l'utilisation des applis, je dis bien aussi que c'est un formidable outil d'émancipation qui peut, à certains moments, être bien utilisé. Maintenant, il faut avoir conscience que ce qui s'est passé au niveau de ces applis, au niveau de ces plateformes, c'est que les gens, on a employé des ingénieurs comportementalistes, quoi, on a employé des gens qui sont spécialistes du design de la dépendance et qui ont bossé pendant des années et qui ont été payés à prix d'or pendant des années pour maximiser le temps qu'on passe sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe quelle plateforme. Donc, Oui, savoir qu'à partir du il y a moment où même des tu rentres repentis. là-dedans, Il y a même des repentis, hein. Il y a des ouais, il y a même des fondateurs repentis et des de renégats qui en Facebook. parlent très très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu mets le nez dedans, où tu rentres à l'intérieur, soit tu es très fort, effectivement, et tu peux contre-utiliser l'outil, c'est-à-dire que tu peux utiliser Facebook pour développer, par exemple, des thèses d'extrême gauche, mais c'est très difficile l'addiction que ça génère pour les gens. Voilà. Donc, il y a un moment donné où il faut se poser la question de la déconnexion, il faut se poser la question d'utiliser d'autres systèmes. Mais pour utiliser d'autres systèmes, il faut d'abord aller chercher les gens qui utilisent ce système-là. Là, on va chercher des gens, en parlant, j'espère, là, ce soir, des gens qui vont, voilà, qui vont être percutés, qui vont peut-être réfléchir un peu à ce qu'ils vivent, qui vont se dire, ouais, ça fait beaucoup de temps quand même que je me sens effectivement piégé là-dedans. C'est peut-être pas con ce qu'il dit, ce gros comte Damasio. On va peut-être essayer de procéder différemment. Mais voilà, il faut utiliser le monde commun. Moi, je ne fuis pas le monde commun. On est dans, voilà, c'est mon monde. Je suis dans le capitalisme. Tout le monde.
Je ne suis pas capitaliste, je suis à l'intérieur de lui, et c'est de l'intérieur de lui que je dois me battre, quoi. Voilà. Comme je suis à l'intérieur de la société de contrôle, et c'est de l'intérieur de cette société que je dois ouvrir des trous. On a plus des enjeux de taupinière, en fait. On a des enjeux de percer des trous dans la plaque, on a des enjeux voilà, de forage. Mais on ne peut pas se prétendre en dehors, personne ne peut se prétendre en dehors ni des réseaux aujourd'hui, ni du capitalisme globalement comme système de consommation et d'échange. Voilà. Mais à nous, à l'intérieur de ce système-là, d'essayer d'en faire autre chose. J'espère ce qu'on va faire ce soir. Moi, j'aimais bien, il y a Nietzsche qui dit ça, et j'adore quand il dit ça, il dit il faut analyser l'espèce humaine comme un zoologue analyse les espèces animales. Regardez comment l'espèce humaine se reproduit, regardez comment l'espèce humaine habite, regardez comment elle se nourrit, regardez les positions corporelles, les gestes, la gestuelle sociale de l'espèce humaine, mais abordez-la comme une espèce animale. Et moi j'essaie de toujours avoir ça en tête quand je suis dans le métro, dans le train, tu vois, dans le bus. J'essaie de regarder les gens, tu vois, tu les regardes sur le smartphone, tu vois cette espèce de muscle rectangle, parce que c'est extrêmement puissant pour la taille, quoi. C'est vraiment 5 cm par 10. Et je ne sais pas si ouais, vous m'entendez bien, parce que c'est instable chez moi. Et du coup, Ça coupe de un peu, mais voir ça cette va. position, rien que la position réelle, l'arc de la colonne, ouais, l'arc de la colonne vertébrale qui s'incline pour regarder le smartphone, le casque qui va faire un autre arc comme ça, tu vois, les gestuels très souples, très ronds, très fluides, tu vois. Et tu te dis, tiens, c'est marrant, ce mammifère, il a quelque chose de très doux, il caresse des vitres, il a ses systèmes d'arc, il est dans un mode très sphérique, en fait. Voilà, il définit une sorte d'air autour de lui. Et cette zoologie-là, je trouve qu'elle permet de comprendre plein de choses, quoi. Et j'aime bien le faire sans même regarder ce que la personne regarde sur son téléphone, juste de m'inspirer de la gestuelle et de l'énergie que ça dégage, certaine douceur, certaine somnolence, quelque chose de. Une grâce aussi, hein, parce qu'il y a une forme de grâce des fois là-dedans, quoi. Puis surtout quand tu as une science-fiction politisée comme la mienne, tu espères lancer des alertes sur ce qui peut advenir, et en les lançant, tu espères faire mouche et pousser les gens à bifurquer, en tout cas à ne pas aller dans la direction des alertes que tu définis ou que tu essayes de rendre visibles. Mais malgré tout, tu produis souvent l'effet inverse, c'est-à-dire que je définis ça sur les dystopies, l'aspect dystopique, l'aspect anti-utopique, on a tendance à créer de la fascination, en fait. On crée beaucoup plus de fascination qu'on crée de répugnance. Du coup, moi, très naïvement, dans la zone du dehors, je suis là à faire une espèce de tour du citoyen démocrate, qui est une tour panoptique à partir de laquelle tu peux regarder n'importe quel point de la ville, parce que tous les quartiers sont construits en gradins pour que tu puisses regarder de partout, etc. Et en fait, je bâtis une espèce de métaphore du panoptique de Bentham et de la façon dont Michel Foucault en parle dans Ce qui est puni. Et j'étais très content de mon truc en disant, regardez, voilà, j'ai encore développer encore plus ce panoptique dans lequel on est, c'est ce qui va venir avec les caméras, sans comprendre une seule seconde que la surveillance allait devenir possible par un outil très individuel que tout le monde allait empoigner avec énormément de désir, et que les gens allaient mettre en place d'eux-mêmes cette espèce de surveillance possible. Puisqu'aujourd'hui, les taux de pénétration sont plus de 95%, je crois que c'est 98% de gens qui en France ont un téléphone portable. Donc autant qu'un frigo, autant que l'eau potable, quoi. Il y a même plus de gens qui ont un portable aujourd'hui qu'une télé, je pense. Même peut-être plus de gens qui ont un portable que l'eau au robinet. On ne parle pas assez du jeu vidéo, mais si tu veux, c'est l'ensemble de ces techniques. Mais le jeu vidéo, c'est un très bon médium. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est un médium que tu peux vraiment contre-utiliser. Ça peut être un véritable outil de subversion. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est assez marrant parce que on peut dire, s'il y a un médium qui s'est construit sur le divertissement, c'est vraiment le jeu. Le jeu, par définition, c'est juste pour jouer. Voilà, on était là pour s'amuser, se divertir, se détendre, etc. Et il a fallu du temps pour que le jeu vidéo prenne, j'ai envie de dire, ses lettres de noblesse et devienne du jeu vidéo, pour certains, du jeu vidéo vraiment d'arrêt d'essai. Moi, j'appelle ça d'arrêt d'essai. C'est-à-dire qui permet d'avoir vraiment une approche beaucoup plus subversive, une approche réflexive, qui développe des qualités et des pratiques cognitives qui sont fortes. Donc, il faut créer, construire, élaborer ce type de jeu. Il faut essayer de faire en sorte qu'ils prennent une place plus importante par rapport aux blockbusters je veux dire, qui ont des budgets colossaux. Il faut savoir que le budget du jeu vidéo a dépassé celui du cinéma et de la musique, hein. C'est le premier budget culturel mondial, hein. Je crois que c'est 800 milliards par an, mais c'est plus gros que l'industrie musicale, ce qui est quand même dingo, quoi.
Et c'est devenu l'art populaire numéro un. Voilà. Donc, c'est vraiment un lieu de lutte pour moi. C'est un lieu de lutte, ou en tout cas, c'est un lieu qui politiquement doit être plus investi qu'il ne l'est encore aujourd'hui. Ça commence, hein, il y a plein de créateurs indépendants, etc. Moi, la boîte que j'ai montée, là, le studio qui s'appelle Node, a fait beaucoup de jeux narratifs. On a fait beaucoup de jeux qui permettent, comme ça, justement, je trouve, d'avoir cette dimension subversive. Mais il y a du boulot à faire. Et il y a encore beaucoup de jeux qui fonctionnent à la dopamine uniquement, qui sont purement addictifs, qui sont des jeux qui te piègent dans des boucles sans aucun intérêt, sur lequel tu perds ton temps et tu vides ton cerveau. Mais voilà, il y a un boulot à faire. Ce boulot a été fait dans le cinéma il y a bien longtemps avant. C'est-à-dire que, et on le voit sur les parents. Moi, j'adore. Un truc qui me frappe tout le temps, c'est je vois dans le milieu que je côtoie là, où c'est un milieu plutôt intello, artistique, machin, tous les parents que je connais sont capables d'arbitrer sur les types de séries télé, les types de films qu'ils doivent montrer à leurs enfants, qu'ils peuvent montrer à leurs enfants. Tu vois, c'est-à-dire que l'éducation par le film est fait. Aujourd'hui, j'en connais aucun dans ce milieu-là, j'en connais un seul en fait, en vérité, qui utilise les jeux vidéo comme un outil d'émancipation, de construction, de déploiement, d'éducation. C'est-à-dire que les parents n'ont pas encore intégré cette idée que le jeu vidéo est aussi un outil de construction de sa subjectivité et qu'il faut travailler dessus, quoi. Alors pendant que tu parles, en fait, là, je viens de mettre une bande-annonce d'un jeu qui s'appelle Life is Strange, dont tu avais été, je crois, un des Ouais, scénaristes du premier épisode. Si mes souvenirs sont bons, alors moi, en fait, figure-toi que j'ai découvert cette série-là lors du premier confinement, où j'ai totalement plongé, j'ai pleuré devant mon écran. Tellement j'étais immergé dans l'histoire de la saison 2. Là, ce que je monte, c'est la excellent. saison 1. Ouais, vraiment, vraiment. Et je voulais t'écrire parce que à ce moment-là, je vois que ton nom apparaît dans la boîte. Tu es cofondateur du studio, ça s'appelait Ouais, comment? je Dontnod. l'ai quitté déjà depuis maintenant 5 ans, je crois. Ah, pardon. J'avais été script docteur en fait sur le premier scénario. Ouais. Euh, C'était marrant parce que j'avais les premières versions. C'est super intéressant d'avoir les premières versions et de voir comment ils ont super bien retravaillé. C'est la 7e version qui est finalement été prise pour la saison 1. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font, mais aussi parce que le gameplay qui est extrêmement simple, c'est ce gameplay qui t'offre la possibilité de revenir dans le temps et de modifier les événements. Je trouve que c'est un gameplay viscéralement politique. Voilà. Pour moi, la politique, c'est ça. C'est comment, à un moment donné, il y a des bifurcations qui arrivent. Comment, si on avait fait ça collectivement, si on faisait ça collectivement, comment on pourrait faire bifurquer la société ou les lois, ou tu vois, si je te prends la loi de sécurité globale, comment si on va trouver les bonnes façons de bloquer en activant, j'ai envie de dire, les sociétés de journalistes, en termes de manif, en termes d'occupation, en termes peut-être de création, justement, je dis n'importe quoi, de jeux vidéo qui montrerait ce que cette loi donnait, ou de romans, ou de nouvelles, ou de slam, ou de je sais pas quoi. Comment tu peux réorienter quelque chose et empêcher que quelque chose de négatif se fasse, quoi. Et donc, ce gameplay du Rewind, qui est un gameplay super simple, il acte, si tu veux, viscéralement, il te donne la possibilité de te dire, ouais, j'ai une possibilité d'action sur la narration du monde, quoi. J'ai une possibilité d'action sur l'histoire du monde. Et ça, là, c'est l'histoire de ton petit monde dans un collège américain, mais le principe est là. Voilà. Donc, je trouve que, de toute façon, le jeu vidéo, c'est toujours le gameplay qui est la clé. Moi, je me suis beaucoup gouré quand j'ai fait le jeu que j'ai fait là-bas, qui était Rayman Mummy, où j'avais fait un jeu très politique, Ouais. mais avec un background politique et justement contrôle avec la mémoire numérisée, etc. J'avais cru qu'en posant cet univers derrière, ça suffisait pour que le jeu soit politique. Mais en réalité, un jeu, il est politique si le gameplay est politique. Hein. Et dans ce jeu-là, malheureusement, un des gameplays qui était le plus important pour moi, le Memory Remix, le remix de la mémoire, qui était le vrai gameplay politique du jeu, c'était que seulement 10% du jeu, tu vois. Et le reste, c'était du combat, c'était du travers, etc. Et je me suis rendu compte après coup qu'il faut se poser la question du gameplay dès le départ, parce que c'est la mécanique de jeu qui va déterminer à quel point la pratique est politique ou non. Mais c'est pareil pour le médium, quoi. Il faut comprendre un médium pour bien l'utiliser. Et moi, j'étais trop extérieur à ce médium, j'y suis encore trop extérieur à ce médium pour l'avoir bien, pour m'en être bien servi, quoi. Tu vois, faut pas être péremptoire, c'est-à-dire que le fait que des jeux vidéo électroniques existent, c'est génial, mais peut-être qu'il faut être capable aussi de se dire, bah, les jeux de plateau, les jeux de société, les jeux grandeur nature, les grandes nature, bien délire en collectif,
c'est aussi excellent, les escape games, tu vois, c'est revenir à des dimensions. Moi, j'ai bien aimé la mode escape game au sens où tu revenais tout d'un coup à quelque chose d'extrêmement physique, concret, une pièce, un lieu, un collectif ensemble dans le même lieu au même moment. Donc, il y a toujours des possibilités, mais c'est toujours des mises en concurrence ou en compétition de modes de jeu. C'est de croire que voilà, un shoot 'em up type Call of Duty est la seule façon de bien jouer aujourd'hui. Ben non, quoi, tu vois, Alors, faut peut-être essayer de sortir de ça, à quoi. propos de Call of Duty, je tiens de sources vraiment sûres. Je peux évidemment pas vous dire qui. Le préfet de police de Paris est un adepte de Call of Duty. Il joue le soir à Call of Duty. Tu ris, mais c'est vrai. Voilà, il joue à Call of Mais ça Duty. m'étonne pas Il, du tout. il Enfin, adore tu vois, ça. Il adore ça, semble-t-il. Vers 20h, 21h, il rejoint ses appartements au deuxième étage de la préfecture de police de Paris, où il aurait installé tout un. Je vous jure que que ça m'a été dit par quelqu'un qui ne m'a jamais dit de bêtises sur ces questions-là. Qui voilà. Je peux pas en dire plus. Donc voilà, Didier Lallemand joue à Call of Duty, par exemple. Toi, tu dis ça t'étonne pas. Pourquoi ça t'étonne pas? mais parce que je veux dire, si tu veux, tu peux pas impunément être préfet de police ou policier. Enfin, je veux dire, t'as forcément une économie de désir derrière. Je veux dire, tu peux pas vouloir maintenir l'ordre ou avoir ce rêve de flinguer éventuellement des voyous, etc. Et ne pas traduire, en tout cas, cette économie de désir. Et c'est peut-être très bien qu'il joue à Call of Duty parce que ça lui évite de tirer réellement sur des gens. Moi, j'ai jamais su si ce type de jeu était une catharsis qui permet d'éviter beaucoup de catastrophes dans le monde réel, ou si au contraire, ça acclimatait, si tu veux, la possibilité de prendre une arme et effectuer. En fait, de très rares cas de gens qui ont, en jouant sur Call of Duty, c'était justement le gars, le Norvégien, là, qui avait tiré sur 80 personnes et qui jouait à Call of Duty et qui s'était entraîné même avec Call of Duty. Mais ces cas sont extrêmement rares. On peut pas en tirer une loi. Si tu Non, on veux, peut pas en tirer des en lois. général, moi, je crois que c'est plus catharsis, c'est plutôt une façon de se débarrasser d'un centre de pulsion. Mais On a d'autres questions de Veuve Chico, qui est une abonnée, je la remercie infiniment. Étant un virtuose des mots, Alain peut-il expliquer en quoi, pour lui, ces néologismes résisteraient mieux au détournement? Comment créer un néolangage de lutte qui soit un bien commun? Les mots sont aussi des espaces de lutte, ne vaut-il pas mieux se battre pour eux? Vous avez une demi-heure. ouais, voilà. C'est chaud. Ouais, c'est une très belle question, je trouve. C'est une très, très belle question. Moi, je crois que le langage, c'est quelque chose d'absolument vivant et qu'il faut maintenir vivant. Et pour maintenir une langue vivante, il faut absolument créer régulièrement des termes, créer régulièrement des néologismes et essayer de les faire circuler comme une monnaie, comme ça, une monnaie clandestine que les gens vont pouvoir se réapproprier et qui va les et je pense aussi que des néologismes, quand tu es dans le domaine politique, il y a parfois certains mots qui te permettent de réunir les gens et qui te permettent de leur donner des références communes qui sont précieuses. Et parfois, c'est des mots très simples hein, aussi, qui ne sont pas forcément des néologismes, mais qui permettent aux gens de se recristalliser, de réengager autour, comme je pense au mot vivant, par exemple, qui a vraiment remplacé dans les luttes écolo et des gauches le mot nature et qui est devenu vraiment un terme extrêmement porteur, riche, puissant, à mon avis, et qu'on a eu raison d'investir et dont j'ai peur qu'il devienne qu'il soit démonétisé très rapidement par la réutilisation. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'on a beaucoup de cas, la publicité ou les médias dominants ou les réseaux vont très très vite récupérer un mot et vont le flinguer, vont en faire une espèce de. Moi, c'est comme un furtif. Il est vivant, il bouge, il se métamorphose, il se métabolise, et tout d'un coup, il est récupéré et ça devient un morceau de céramique, ça devient un morceau de pierre, parce qu'il devient une espèce de mème, quoi, qui est utilisé complètement. Je pense à résilience, par exemple, qui est un mot très beau au départ, et là, ça y est, on le voit partout dans le métro, on le voit utilisé par le ministère, on le voit devenir un mot qui est réaccaparé, réutilisé, saboté, sali. Et bien dans ce cas-là, il ne faut pas se battre autour du mot, il faut autre chose. Il faut à nouveau faire marcher la créativité et amener d'autres mots.
une autre question là concernant tes bouquins. Comment faire un texte d'anticipation à succès, puisque c'est ton cas, sans faire de la démagogie, en flattant les peurs et angoisses ou fantasmes de toute puissance du consommateur ou du lecteur? Et est-ce que c'est un problème pour toi? Est-ce que c'est un enjeu pour toi? Est-ce que tu te dis, quand tu démarres un bouquin, comment je vais Ouais, faire? bon, déjà, ouais, déjà, il faut que les gens ils sachent que on n'écrit pas pour un public préalable, on n'écrit pas en essayant de répondre à une demande, on n'écrit pas en se disant, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire un succès? C'est pas ça un artiste du tout, quoi. C'est pas ça un écrivain du tout. En tout cas, un écrivain authentique, je pense que c'est absolument pas ça. Tu fais le livre qui pour toi est absolument nécessaire, tu fais le livre que tu as besoin de sortir. Et moi, j'ai mis 15 ans à le faire et j'ai mis 7 ans d'écriture dessus. Donc, c'est à un moment donné, voilà, il y a maximal. Alors, c'est quelque chose de très subjectif, de très personnel, de très invaginé, quoi. Et tu espères que ça va être lu, mais tu le fais pas pour que ça soit lu. Donc, il y a pas de recette, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de. Je pense que la première chose, en tout cas, c'est la probité maximum. C'est d'être dans une probité maximum dans ce que tu fais. Après, poser la question de te dire, mais pourquoi un livre? Moi franchement, je te le dis, je veux dire, que ce soit La Zone du dehors, qui est un livre de philosophie politique, que ce soit L'Art du contrevent, qui est un livre qui est difficile à entrer. C'est un livre, il n'y a pas de rang d'accès, c'est un livre où il faut se battre un peu pour entrer dans l'univers. Que ce soit Les Furtifs, qui n'est pas un livre facile non plus du Non. tout, qui est très dense. Ces livres-là, je n'ai absolument pas essayé de les construire pour qu'ils accèdent au plus grand public possible. Et malgré tout, ils ont accédé à un public c'est assez vaste. Alors pourquoi? Après, tu peux te poser la question, tu peux essayer de faire une espèce de retour là-dessus. Moi, je crois que c'est beaucoup une question d'énergie en réalité. Je pense que ce sont des livres qui possèdent, en tout cas, c'est des livres sur lesquels j'ai mis énormément d'énergie, énormément d'énergie dans la syntaxe, énormément d'énergie dans la création lexicale, énormément d'énergie dans la poésie aussi, énormément d'énergie dans la conduite de récit et et dans l'attaque et dans l'agressivité aussi du système que je combats, qui est ce système néolibéral. Et que je crois que cette énergie, elle est transmise. Et que même si le livre est difficile, l'énergie qui est transmise fait que les gens vont au bout, ou en tout cas sont heureux de traverser ce livre, de le parcourir, de l'empoigner. Et ils en sortent avec une énergie plus forte qu'au moment où ils y étaient entrés. Ce qui est pour moi le vrai objectif. Si j'avais un objectif à définir sur ce que j'essaie de faire, c'est pareil quand je fais un concert. C'est pareil quand je fais des radios, une série télé, j'ai envie que la personne, au moment où elle entre dans l'œuvre, elle arrive avec une énergie qui est la sienne et elle sort avec une énergie plus grande, quoi, plus puissante, plus vaste. Elle sort, elle est un peu plus large, un peu plus haute, un peu plus profonde peut-être. Elle a pris de l'espace et de l'air à l'intérieur d'elle-même et elle a pris toute l'énergie. Voilà. Et j'espère que c'est pour ça que les livres sont bien reçus, ou en tout cas sont lus, parce qu'ils donnent cette énergie-là. Comment tu gères le succès malgré tout, quoi? Je veux dire, je vois que tu réponds à tout le monde, tu réponds ici, tu réponds à des petits fanzines, tu réponds à France Culture, tu réponds à beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce que cette partie-là, par exemple, du travail, tu l'apprécies ou tu commences à trouver que les chambres de motel, le papier peint est un peu trop jaune, comme celui qui est Ouais, derrière toi? Non, mais c'est très compliqué. Moi, parce que, ouais. non, je vais te dire ça parce que je trouve que tu es une très belle énigme. C'est-à-dire que à ma connaissance, tu es un des très rares. Il y avait la Mano Negra en son temps, il y avait les NTM en leur temps, pour parler de tout à fait autre chose, qui arrivaient à concilier radicalité et succès, qui arrivaient à transmettre tout en produisant quelque chose de vraiment de qualité, de vraiment très fort. Donc, c'est quoi la technique pour arriver à ça? Et puis, est-ce que t'en as pas marre, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas Ouais, des moments où t'en as pas marre? ouais, mais tu vois, c'est super dur et cette question, on la pose pas assez, moi, je trouve, parce que, en tout cas, je peux te dire que la première chose que tu comprends, c'est à quel point ce système médiatique-là est un piège narcissique absolu, ultra violent, et à quel point les gens, comme je pense aux hommes politiques, hein, tu vois, qui sont constamment des gens reconnus et constamment médiatisés, à quel point tu ne peux accepter ça que si tu as
un puits narcissique sans fond. Voilà, c'est un tonneau d'analyse narcissique qui fait que tu peux accepter ça. Sinon, c'est pas possible. Sinon, moi, je trouve ça très puissant et très nécessaire en même temps. C'est-à-dire que, moi, je vais te dire juste un truc très simple. Quand j'ai sorti Les Furtifs, j'ai fini je me rappelle encore, c'était le 11 mars, tu vois, 2019. Comme vite, j'ai commencé la promotion allez, on va dire le 11 avril 2019. C'est-à-dire un mois après. Et pendant 9 mois, on s'est baladé en France partout avec mon éditeur. On a fait des tas de trucs, des concerts et tout. Et j'ai défendu le livre et j'ai défendu surtout les valeurs qui sont liées à ce livre, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre les valeurs qu'il y a dans le bouquin. Et au bout de 6 mois, je me suis senti ultra mal. Et je ne comprenais pas pourquoi, tu vois. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Le livre marchait super bien. On avait passé les 100 000 exemplaires. C'était un succès colossal. Et c'était dans les 10 meilleures ventes de livres en France. J'avais tout pour être heureux et je n'arrivais pas à piger ce qui n'allait pas, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que ce système-là, en fait, ça coupe ton rapport à toi-même. Tu n'arrêtes pas de parler de toi, tu n'arrêtes pas de parler de ce que tu fais, tu n'arrêtes pas de parler de tes idées. Et en faisant ça, je ne sais pas, je n'ai pas l'explication, hein, mais en faisant ça, tu coupes ton lien toi-même. Tu coupes le lien authentique et intime et qui n'est jamais aussi fort qu'au moment où tu écris. Quand tu termines un bouquin, tu es au sommet de la fusion avec toi-même, tu es dans l'axe de ta tête, tu es au cœur de ce que tu dois faire. Tu es en termes d'épanouissement, pour moi, il n'y a rien de plus fort que ça. Et tout d'un coup, tu fais la promo, tu es dans les notes de reconnaissance, on vient te demander de parler de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire comment on me pose des questions sur tout et n'importe quoi. Comme on l'a vu là, tu vois, sur le jeu vidéo, l'écriture inclusive, la loi de sécurité globale. Parce qu'à partir du moment où tu as une parole politique, ou tu as une parole sociale, on va te sur plein de trucs. Et tu te rends compte que tu es coupé de toi-même et tu ne sais plus où tu es. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu es, tu ne sais plus quoi. Et c'est super dur. Et c'est super dur de résister aussi à l'espèce de valorisation du moi que ça produit, qui fait que tu as l'impression que tu fais des choses importantes, alors qu'il faut garder ce jugement intérieur sur ce que tu fais et te dire non, là j'ai fait de la merde, là c'était bien, mais cette interview j'ai fait de la merde. Et là je dis des trucs, je répète, ça fait 15 fois que je répète le même truc, je dis des conneries sur société de contrôle. Tu vois, garder ce jugement critique et garder les gens autour de toi dans ce jugement critique. Donc, c'est super. Après, il y a l'autre aspect qui est que je pourrais me planquer, je pourrais être beaucoup plus dans l'anonymat, puis faire mes bouquins et pas aller m'exposer, tu vois, je pourrais le faire. Mais moi, j'ai toujours pensé que voilà, j'avais une responsabilité politique dans ce que je fais. J'ai écrit pour des raisons politiques au début. Et je trouve qu'il y a très peu de gens, ou il y a trop peu de gens, en tout cas, qui vont dans les médias généralistes pour porter des idées qu'on appelle aujourd'hui radicales, qui sont même pas Oui. radicales, que tout le monde devrait avoir pour moi. Ils sont considérés comme gauche, alors que pour moi, c'est simplement les idées qu'avait la gauche dans les années 70. Je serais dans les années 70, je serais juste un mec complètement normal, quoi. Et aujourd'hui, j'apparais comme un mec radical parce que la société s'est tellement décalée sur la droite que d'être juste de gauche, simplement de gauche et authentiquement de gauche, tu apparais pour un radical, quoi. Donc, et je me dis, je dois faire le boulot. Voilà, je dois mettre les mains dans le cambouis, je dois y aller, je dois porter ces idées-là, je dois les défendre et je ne dois pas laisser tout l'espace médiatique qui est pourri en grande partie, qui est en grande partie saturé par des gens de droite. Je ne dois pas leur laisser toute la place. Voilà. Donc, j'ai la chance qu'on m'invite, j'ai la chance d'être écouté un peu. Donc, je le fais, j'y vais, même si ouais, il y a plein de moments, je me sens sali, en fait. Hein, tu vois, tout simplement, je me sens crade où j'ai l'impression je sais pas, j'ai l'impression surtout que je suis pas moi-même, enfin, tu vois, que je perds ma. Alors, j'essaie de garder cette dimension très accessible, très simple. Alors comme il nous reste un peu moins d'une demi-heure, j'aimerais quand même aborder, désolé, la loi sécurité globale, et notamment à travers un, Ouais. un truc que tu as dit lors d'une manifestation dans le Vercors. C'est un article de reporter et ça m'avait absolument soufflé. Voici la photo. Tu es donc ça se passe au mois de février. C'était il y a pas très longtemps dans le Vercors et tu as eu cette phrase qui est absolument renversante. Aujourd'hui, on compte 250 000 policiers et gendarmes. On a 21 000 policiers municipaux et on va rajouter 165 000 acteurs de la sécurité privée. On arrive à 430 000 policiers ou assimilés, soit plus de gens qui travaillent pour la répression que de gens qui nous nourrissent, puisqu'aujourd'hui on est à peu près à 400 000 exploitants agricoles. Il y a plus de gens pour nous réprimer que des gens pour nous nourrir, as-tu ajouté.
D'abord, comment ça t'est venu ce comptage qui est exact? Parce que j'ai vérifié, il est exact. Et je l'ai vérifié, donc je l'ai répété à mon tour en boucle, en te citant. Euh, mais comment ça t'est venu cette idée? Comment cette idée t'est venue de et juste pour C'est et juste pour te dire, je te donne un petit truc pour les promos, on vient de parler de ça. Si jamais tu devais reparler de ça, il y a quelqu'un dans le chat la semaine dernière quand on a parlé de cet article qui a dit il y a plus de gens pour surveiller le blé que de gens pour en produire. pas Bon, mal. C'est beau. Et ça dépend de quel blé tu parles aussi. Mais... non, là il voulait dire non, le capitalisme quoi, voilà, enfin la société marchande. pourquoi j'en suis venu à ça? Parce que je suis en train de développer un projet de zone autogouvernée un peu en milieu rural, justement, en pleine campagne. Du coup, j'ai des enjeux de terrain agricole et d'exploitation agricole. Et du coup, je m'intéressais à ça et c'était là-dessus. Mais surtout, c'était parce que sur cette loi de sécurité globale, ce qui m'a halluciné, c'est l'idée que on allait demander maintenant moi, ce que j'appelle les milices, c'est-à-dire les polices privées, quoi, c'est-à-dire le fait des vigiles, quoi, des sociétés de vigiles, etc. La sécurité privée sont un maillon essentiel du continuum de sécurité en France, tu vois. Ça figure texto dans la loi de sécurité globale. Donc de dire que voilà, la sécurité privée est un maillon essentiel, ça veut dire qu'on est en train de bâtir un continuum de sécurité dans lequel on veut inclure et le privé et le public, exactement comme les partenariats public-privé d'ailleurs qui sont faits sur maintenant la plupart des bâtiments qu'on fait. Quand tu vois par exemple le tribunal à des grandes instances à Paris qui a été fait en partenariat public-privé et qu'on paye aux constructeurs, nous, voilà, contribuables tous les ans pour ce tribunal, alors que ça devrait être un bâtiment fait par l'État pour l'État et pour nous, quoi. Donc ouais, c'est ça qui m'avait frappé et le fait de me dire que c'est doublement aberrant, quoi. C'est-à-dire c'est doublement aberrant aussi peu d'agriculteurs pour nous nourrir, parce que pour qu'on en ait aussi peu, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une agriculture industrielle, des tonnes de pesticides et qu'on ait des pratiques agricoles qui sont dévastatrices pour le vivant. Donc c'est aberrant d'avoir aussi peu de gens quand tu sais que 50% de la population était consacrée à nous nourrir au début du XXe siècle. En 1900, on avait 30% de la population qui était paysanne, quoi, hein, donc, dont le métier de travail quotidien était de faire de la nourriture pour nous, quoi. Et là, on arrive à des taux extrêmement bas, donc c'est très mauvais signe. Et en réalité, il faut que le nombre de paysans augmente encore. Et parallèlement, le nombre de flics est, je trouve, extrêmement élevé. Et on crée ce continuum de sécurité, c'est-à-dire qu'on empile des lois liberticides d'année en année, on crée cette synergie d'acteurs publics-privés, on multiplie les outils de surveillance et des capteurs olfactifs, les capteurs sonores, évidemment tous les types de caméras, les caméras piétons, les caméras, les drones, etc. Tu vois, voilà, donc je trouve, on a une intensification ou un travail de plus en plus fin de ces moyens de surveillance et cette loi de sécurité globale. Et je trouve que le terme, pour une fois, est parfaitement juste, quoi. On essaye de globaliser, on essaye de créer un continuum presque saturé, en tout cas, de surveillance. Et on convoque voilà, tous ceux qui peuvent y participer pour être acteurs, quoi. Et bientôt, on aura les contrôleurs de train, on aura même des gens qui sont des paras, tu vois, des paras-mainteneurs d'ordre. Déjà, moi, je trouve que les contrôleurs de train ont un rôle extrêmement actif dans le respect des consignes sanitaires et dans les mots d'ordre transmis là-dessus. Je trouve que des fois, il faudrait mieux fermer leur gueule et nous laisser, tu vois, décider de nous-mêmes de ce qu'on veut faire, tu vois. Mais chacun se met là-dedans. Donc, ouais, sur notre système global, moi, bon, toi, tu étais 10 fois mieux placé que moi pour en parler, mais je suis frappé par un autre point. Et là, je fais une communication entre deux choses que j'ai lues, mais j'étais très touché par ce que dit Jacques Rancière. Il a fait une interview que j'ai trouvé très bon dans les Inrocks, où la personne lui posait la question en disant: est-ce que vous trouvez que c'est l'aboutissement de la société de contrôle, cette loi de sécurité globale, ce Covid, la pandémie, etc., quoi. Et lui, il dit moins dans le contrôle général de la population, il dit que dans la dispersion. Il dit, voilà, on est dans une société de dispersion actuellement, c'est-à-dire que le problème, c'est plutôt que chaque personne s'est remis à sa place, chacun est chez lui dans sa niche, est confiné chez elle. On communique par les médias, évidemment, par les médiums et les interfaces générées par les GAFA, et qu'on est plutôt isolé, séparé, comme ça, étiqueté, pointé, tu vois. Et qu'il dit, cet espace qui est l'espace intercalaire, ou en tout cas l'espace interstitiel dans lequel on peut se retrouver, mais c'est aussi parfois le café, le restaurant, etc. C'est-à-dire que tous les espaces
normalement, chacun de nous qui est confiné dans son petit coin peut se retrouver et faire du commun. Tous ces espaces ont été coupés, donc on est dans la dispersion. Et il dit, ce qui est marrant, c'est que la loi de sécurité globale aussi est portée sur la rue. Elle est portée sur ce que doit être la rue, quoi, tu vois. Et un des enjeux, et beaucoup de sociologues l'ont dit, c'est la qualité d'espace public ouvert que va garder ou pas la rue. La rue, la place, la ville, et normalement, à cette qualité d'espace public ouvert. Voilà, c'est un espace où n'importe qui peut se retrouver, n'importe qui peut parler, n'importe qui peut manifester, n'importe qui peut faire la fête, tu vois. Et de garder cet espace public comme un espace ouvert, c'est absolument fondamental pour moi dans ce que peut être une démocratie. Et c'est là-dessus qu'ils sont en train, pour moi, d'attaquer. Voilà. Ils sont en train non seulement de privatiser les espaces en ville, tu vois, mais aussi de faire en sorte que les conditions de réunion des gens, les conditions de rencontre des gens obéissent à la visibilité policière. Voilà. Donc, il y a un régime de visibilité, de surveillance, d'écoute, de séparation, etc., qui est mis en place, qui fait que la qualité d'espace public couvert que doit avoir la rue, qu'elle doit garder la rue, les places et la ville globalement, est en train d'être bouffée. Et tu vois, j'ai fait cette manif à la Chapelle-en-Vercors parce qu'à la Chapelle-en-Vercors, où j'ai vécu, moi, 4 ans, ils avaient envoyé des flics pour filmer tous les manifestants. Il y avait 30 manifestants au départ, hein, tu vois. Lors d'une manif contre la sécurité globale, ils avaient filmé tous les manifestants. Ils étaient remontés de Valence et de Romans pour le faire. Et je me suis dit, mais même en espace rural, tu vois, ils sont en train d'essayer de considérer que même la place publique d'un espace rural doit être quelque chose qui relève de la permissivité ou non de la police. Or, la police n'a pas à déterminer la façon dont on se réunit, dont on se rencontre, dont on est proche ou pas. Et ce qui est marrant, c'est que ce couplage entre les lois sécuritaires et les lois sanitaires fait qu'on a une perfection, on a un effet d'aubaine extraordinaire pour les gouvernements parce qu'on peut maintenir cette distanciation sociale et on peut la justifier. Voilà, on peut la justifier d'un point de vue sanitaire en disant, ben, voilà, c'est… Donc, c'est là-dessus que moi, je trouve cette loi extrêmement, extrêmement Alors, inquiétante, évidemment. Et pour moi, je l'ai dit, c'est une des lois les plus graves qu'on ait eu depuis une trentaine d'années. C'est horrible parce que moi, il y a plein de fois depuis 30 ans, il y a plein de fois où j'ai dit ça, c'est impossible, ça, ils n'iront pas jusque-là, tu vois. Moi, j'ai toujours ce côté un peu optimiste, et un peu naïf parce que je trouve que la naïveté, c'est quelque chose d'important, ça témoigne d'une fraîcheur, ça témoigne qu'il y a un côté enfantin que tu as conservé en toi. Et de se dire, ils vont quand même pas pouvoir aller jusqu'à la dissymétrie, tu vois, c'est-à-dire que c'est des agents du service public, quoi. Donc, normalement, ces gens-là sont payés par nos impôts, sont à notre service, sont au service de la population. Donc, c'est absolument normal qu'ils puissent être filmés, c'est absolument normal qu'on puisse surveiller qu'ils ne font pas d'exactions, tu vois. Et interdire ça, alors qu'eux-mêmes filment en permanence, tu vois, à un moment donné, tu as envie de leur dire, bon, ok, vous ne voulez pas être filmé, mais dans ce cas-là, vous ne filmez plus les manifestants, vous ne mettez plus des drones, vous arrêtez les caméras de surveillance, et puis on est dans un monde où personne ne filme personne, et puis on se démerde, tu vois. Mais là, tu vois, de réintroduire l'asymétrie, c'est ce que définit d'ailleurs Michel Foucault dans le panoptique. Hein. Le panoptique il est défini par une asymétrie de vision, c'est-à-dire que la personne qui est dans la tour centrale du panoptique peut regarder chaque personne dans la cellule sans elle-même être vue. Ce qui fait que le prisonnier ne sait jamais s'il est vu, et c'est parce qu'il ne sait pas s'il est vu qu'il l'auto-contrôle son comportement. Mais cette asymétrie, elle est absolument injustifiée par rapport à la police qui doit être à notre service. Voilà, donc à partir du moment où elle doit être à notre service, on la paye avec nos impôts. Et cette police, elle est tout à fait normal qu'elle puisse être filmée, et notamment être filmée quand elle déconne, tu vois. Et je trouve ça délirant. Enfin, tu vois, pour moi, dans le décalage de l'échiquier politique extrême droite, c'est un des signes les plus hallucinants parce que, en réalité, si tu permets ça, enfin, si tu interdis le fait de filmer les policiers, tu interdis de façon absolue toute possibilité de recours en cas d'agression des policiers, en cas de blessure, de mutilation, d'excès, etc. C'est-à-dire que tu signes un blanc-seing, tu signes un chèque en blanc à tous les policiers de France en leur disant, vous pouvez faire maintenant ce que vous voulez, vous n'avez plus aucune chance d'être condamné au tribunal, parce que la seule chose qui vous permettait qu'on vous condamne était ces fameuses vidéos, tu vois, et ça, tous les avocats qui ont défendu des personnes mutilées, matraquées, etc., le disent. Sans les vidéos, c'est impossible de contredire la parole policière. Et c'est très, très grave. Donc là, pour moi, je l'ai toujours dit, hein, j'aime pas crier au fascisme parce qu'on crie toujours au loup, etc. Et puis on use les mots à force de crier au fascisme. Mais là, je veux dire,
de permettre une impunité absolue des policiers dans l'exercice de l'agressivité et des blessures et des plaies et des matraquages, des tortures, des mutilations qu'ils peuvent faire, leur dire vous ne serez jamais filmé, on ne pourra jamais témoigner contre vous. Voilà, moi je trouve que Lordon l'avait dit très très bien. Il avait dit un corps policier ne peut fonctionner que s'il y a un surmoi. Un corps policier, il a un ça extrêmement puissant et c'est un ça de répression, c'est un ça de défoulement, c'est un ça. Et ce corps policier, si tu ne lui mets pas un surmoi extrêmement fort, tu ouvres la porte à des abus absolument déments, quoi, tu vois. Et on ouvre la porte à des abus de milice, quoi. Alors justement, tu parlais de Lordon, et il y a François qui avait vu ce drôle de débat, très sincèrement, que nous avions eu à Émoutier sur Résistance, où tu Ouais. étais, où on était tous les, donc il y avait Lordon, comme tu viens de parler de Lordon, c'est pour ça que je prends la question. Et donc, est-ce que tu peux revenir sur le principe de l'archipélisation des luttes que tu avais évoqué lors de ce débat? Est-ce que tu maintiens toujours ta position face à l'argument de Lordon qui était que chaque archipel sera de toute façon maté par le pouvoir? Est-ce que tu te souviens de ça ou pas? Ouais, là-dessus, c'est un gros point de dissension avec Lordon et son livre Vivre sans m'a beaucoup agacé à ce titre-là, parce que Lordon, il reste souverainiste, c'est-à-dire il considère que le grand soir est encore possible, c'est-à-dire que le capitalisme peut être retourné d'un seul coup comme une crêpe et que on va réussir par des mobilisations, suffrage universel, par des révoltes, etc., mais qui seraient des révoltes massives et globales, on aurait la capacité à retourner ce système. Moi j'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas parce que le capitalisme est une économie. Voilà. Et le capitalisme, c'est une eau pour moi, c'est-à-dire qu'il est dans nos corps, on le sue, on le pisse, on l'éjacule, on le boit. Il y a quelque chose d'extrêmement organique dans ce capitalisme-là, et tous les désirs qu'active le capitalisme, on est tous traversés par ça. Et qu'on ne va pas s'en sortir simplement parce que mentalement, on a décidé que c'était un mauvais régime. Et moi, je dis toujours, on est contre le capitalisme, mais on est tout contre, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on est tout contre. Et pour moi, la façon topologique de lutter contre ce régime, c'est même pas l'underground, c'est-à-dire de dire on va passer sous le régime, on va créer une culture, une contre-culture, etc. Parce que les contre-cultures, elles sont très très vite remontées au niveau du sol. Et dès qu'elles ont un peu de succès, dès qu'elles voient mes bouquins, etc., elles sont remontées comme culture officielle, validées comme ça. Elles font tourner le capitalisme. Moi, je fais tourner les plateformes de diffusion, malgré moi, etc. Et c'est pareil pour la musique, pour les séries télé, etc. Donc, ce n'est pas l'underground qui va s'en sortir. Ce n'est pas les positions de surplomb non plus, parce qu'elles sont trop froides, trop abstraites. Moi, je crois à des positions de taupinière. J'appelle ça des pratiques de taupinière ou des pratiques d'émergence d'îles. C'est-à-dire, si on considère le capital comme un océan, je pense qu'effectivement, il y a des éruptions volcaniques qui vont être suffisamment puissantes à des moments pour créer des îles, des îlots plus ou moins vastes, plus ou moins grands. Et la capacité des gens de rallier à la nage ces îlots, de s'installer dessus, de développer dessus des nouvelles formes de vie, tout simplement, des nouveaux types de monnaie, des nouveaux types d'échanges locaux, des nouveaux types d'habitat, des nouveaux types de rapports vivants, des nouveaux types de fonctionnement culturel, etc. Des nouvelles ethnologies, en fait, hein, et qui est souvent une ethnologie qu'on peut prendre d'ailleurs du passé des sociétés sans État. Ça, oui, ça va créer des expériences concrètes. Ces expériences vont donner beaucoup de force, vont donner beaucoup de puissance à ceux qui les vivent. On le voit sur la ZAD. Et à partir de là, oui, il y a des choses qui vont pouvoir se passer. Et c'est en corrélant évidemment ces archipels, c'est-à-dire c'est en corrélant ces îles entre elles, en créant tout un système de liens extrêmement fort, extrêmement tissé, que progressivement ce régime va, à mon sens, changer et qu'un nouveau continent va finir par émerger. Là, je suis convaincu que c'est la seule façon efficace et concrète. Là, je parle de stratégie concrète. Hein. Je ne parle pas de rêve pour qu'on puisse changer ce régime. Je ne crois absolument pas ni au suffrage universel, ni à la 6e République ou 7e République. Je ne crois absolument pas, comme Lordon, qu'on peut, voilà, à un moment donné, aboutir au grand soir. Je pense que c'est un contresens sur ce qu'est le capitalisme et sur à quel point le capitalisme est insinué en nous, à quel point on est relais de ce capitalisme, à quel point on est bouffé par la société de consommation, à quel point on est acteur, voilà, on est actif dans ce régime. Et pour changer, il faut absolument qu'il y ait des expériences sociales, humaines, concrètes, dans des lieux un peu à l'écart. Donc, c'est pour ça que je crois beaucoup au monde rural. Je crois beaucoup à des ZAD, mais des ZAD, j'ai envie de dire, plutôt des ZAG, c'est-à-dire des zones autogouvernées plus que des zones à défendre. Même si une zone à défendre, ça permet de souder les gens souvent.
Voilà. Et plus il y en aura, et il y en a, hein. Enfin, je veux dire, ça se développe. Alors, ça s'appelle des oasis, ça s'appelle des axes, ça s'appelle des oaves, ça s'appelle des ZAD, ça s'appelle ce que tu veux. Il y a plein de noms différents pour dire ça s'appelle des communautés. Mais plus il y en aura, et plus les gens vivront à l'intérieur, plus les gens expérimenteront concrètement le bonheur que ça produit de vivre comme ça, plus le système va tout d'un coup voilà, progressivement changer. J'ai perdu mon pari avec moi-même. Tu n'as pas cité Deleuze. Tu as cité Foucault 2 fois, j'ai noté, mais tu n'as pas cité Deleuze. C'est vrai, ouais, incroyable. Alors, C'est ouf. Tu vois, j'arrive à changer. qu'est-ce qui se passe, Damasio? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je voudrais quand même qu'on le cite, et notamment cette intervention qu'on peut trouver sur YouTube, qu'on pourra écouter de 1987. Qu'est-ce que l'acte de création qui est reproduite un peu partout? Là, je vous le montre dans le monde diplomatique, où il a cette phrase, qui a un truc extraordinaire, très, très court, très efficace, très, très condensé. Et où il a cette phrase qui, je pense, te sied comme un gant. Je sais que Deleuze, pour toi, il y a eu une très belle émission de toi à France Culture, je crois que c'est à France Culture ou à France Inter, où tu pars du jour de son départ, on va dire. Et Sa mort, ouais. de ça, voilà. Et dans Qu'est-ce que l'acte de création, Deleuze dit: la contre-information n'est effective que lorsqu'elle devient un acte de résistance. Euh, on peut finir là-dessus. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Est-ce que c'est pas un peu galvaudé de le penser, ou est-ce qu'au contraire c'est l'horizon vers lequel on doit tendre? Est-ce que tu considères que ton œuvre... Moi, c'est euh, marrant, Alors, attends, juste un truc sur le c'est marrant, hein, je tiens à te le dire, Alain, parce que je crois que c'est la première phrase qu'on entend aussi dans le film. Tu dis: ah, c'est marrant parce que c'est une expression à toi, c'est marrant. C'est marrant ouais, d'ailleurs. les gimmicks, tu sais, Ouais, de c'est ça, langage. bien sûr. Euh, Moi, alors, on retient toujours de conférences des choses très, très différentes. Moi, c'est une conférence fondatrice, hein, pour moi. Je recommande absolument à tout le monde de regarder cette conférence à la Fémis qu'il a fait, qui est absolument prodigieuse. Franchement, il n'y a pas une phrase d'inutile, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et moi, j'ai plus retenu la communication, c'est un ensemble de mots d'ordre, c'est ce qu'il dit dans cette conférence, et que la difficulté, c'est de trouver les mots de passe sous les mots d'ordre. Et ça, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, quoi. Et je pense que l'acte d'écrire, c'est ça, c'est trouver les mots de passe sous les mots d'ordre. On est saturé de mots d'ordre, des mots d'ordre sanitaires en ce moment, des mots d'ordre antiterroristes à d'autres moments, et de mots d'ordre néolibéraux à encore d'autres moments. Et on essaie de nous faire vivre à travers ces mots d'ordre, et on communique, comme dit, communiquer, ça veut dire ce que ça veut dire dans le langage de la police. Un communiqué, c'est ce que tu es censé devoir croire, et tu es censé devoir agir comme si tu croyais ce qu'on te dit. Donc, moi, c'est plus ouais, la logique, la création des mots de passe qui me paraît vraiment, vraiment intéressante, quoi. Mais ouais, c'est un enjeu très, très complexe. Et sur la résistance, moi, c'est marrant, plus ça avance, moins c'est un mot que j'utilise, au sens où je le trouve trop réactif, justement. Je trouve qu'il est trop arc-bouté à ce que le pouvoir veut faire de nous. Et j'ai passé beaucoup de temps à lutter contre. J'ai fait beaucoup de travail pour lutter contre. J'ai fait des livres contre. J'ai fait des livres arc-boutés à ce que le pouvoir veut faire de nous. Et je deviens sartrien peut-être en atteignant la centaine. Tu sais, quand Sartre dit, voilà, l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est ce que nous ferons de ce qu'on a fait de nous. C'est-à-dire, c'est comment reprendre la main sur nos propres vies, comment nous reprendre la main collectivement, ensemble, pour créer d'autres modes d'existence et d'autres modes de vie communautaire qui échappent à ce que le capitalisme a fait de nous. C'est plus ça le problème. Parce qu'il y a un moment donné où, à force de lutter contre, on s'épuise. Quand tu me disais, est-ce que tu n'es pas fatigué, etc. Ouais, je suis fatigué de lutter contre. Je suis fatigué d'être constamment à devoir me taper un président de la République qui est en fait une IA, quoi. Ce gars est une IA. Je ne suis même pas sûr qu'il a de la chair sur son cadre de tungstène, quoi. Mais voilà, c'est un algorithme qui nous sort, voilà, qui nous sort de l'information et qui nous dit ce qu'on est censé devoir croire. Bon, à un moment donné, tu n'en peux plus, et tu n'en peux plus lutter contre ça, quoi, et tu perds de l'énergie et du temps contre ça. Et je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est l'insistance. Moi, je dis ça, c'est-à-dire, ça m'intéresse moins d'être résident que d'être insistant. Voilà, d'insister sur une voie, d'insister sur des valeurs, d'insister sur des pratiques de vie qui me paraissent riches. En ce moment,
que le renouement avec le vivant, c'est-à-dire avec les forces animales, avec le végétal, avec les écosystèmes, avec les biotopes, de recomprendre qu'on est un vivant parmi les vivants, c'est extrêmement important. Moi, je lis beaucoup Baptiste Morisot, je lis beaucoup voilà, Vinciane Desprez, des gens comme ça qui sont des philosophes du vivant et qui nous font renouer, nous font retisser avec ces forces-là qu'on a perdues, dont on s'est coupé. Et je pense que c'est ça qui nous donnera de la puissance, qui nous donnera de la joie. Et c'est cette insistance-là, plus qu'une résistance où on se positionne encore face au bulldozer. Tu vois, j'ai fait des notes d'intention pour ma future ZAG et je le disais comme ça. Je disais, moi, je suis né en 1969. À partir des années 80, j'ai subi le bulldozer néolibéral qui avançait et je me suis recobouté sur le bulldozer et j'avais les pieds qui dérapaient dans la boue comme des millions d'autres gens, tu vois. Et le bulldozer a continué à avancer, mes pieds ont dérapé dans la boue et j'ai jamais réussi à l'arrêter. Donc peut-être qu'il faut que j'arrête de mettre devant le bulldozer et que je fasse autre chose, tu vois, et que j'essaye de construire ailleurs autre chose. Voilà. Donc je pense qu'il faut, ouais, voilà, je dirais l'insistance ou la persistance, si tu veux, plus que la résistance. Ouais. Magnifique.